En fait, lui, encore lui, on va l'écouter une dizaine de minutes, vous inquiétez pas. En fait, le truc avec lui, c'est que là, les plateaux télé, regardez bien encore une fois les amis, la manipulation médiatique. Les médias sont en train d'inviter Philippe Aghion. Pourquoi? C'est pour démonter la France insoumise. Il est contre l'attaque Zuckman et aussi l'attaque Zuckman, hein, donc il est contre ça. Et faut aussi, alors j'ai un peu épluché sa biographie, il est très libéral. Voilà, c'est un prix Nobel économie, mais très libéral, où vraiment il veut miser sur les hautes technologies et il veut aussi libérer la France de tout ce qui est impôts, taxes, je ne sais pas quoi, et libérer un petit peu les riches pour qu'ils puissent entreprendre. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu un classement aussi, les amis. La France est dernier de tous les pays au monde, les plus développés en tout cas en Occident. La France est dernier dans le comment on appelle ça? Dans l'entrepreneuriat. Les gens n'ont pas envie d'entreprendre en France parce qu'il y a mieux ailleurs. Voilà, tout simplement. Il y a mieux ailleurs. On est dernier partout, les mecs. Non, c'est encore un non, peu... c'est encore... On est dernier partout, les mecs. Putain, sans déconner, quoi. Les SMS, oui, ça n'arrête pas. Bon, je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre un peu les débats budgétaires en France, mais il y a une mesure qui vous concerne directement dans le budget, c'est la fiscalisation des prix Nobel. Vous, je crois que vous avez touché 1 million d'euros que vous partagez avec les deux autres lauréats du prix Nobel. Vous êtes prêt à payer des impôts là-dessus? Absolument. Moi, je pense que l'effort, moi je suis ravi. Je pense que l'effort doit être partagé. Ah, ça pique quand même de payer des impôts sur un prix Nobel. Wesh, la France, la France, vilain. Merci Tito pour le sub. Je crois que pour que la France se redresse, il faut un effort partagé. Et je pense que les sacrifices sont mieux acceptés quand tout le monde en fait. Voilà. Donc je suis ravi de pouvoir dire, eh bien voilà, moi je contribue ma part. Vous étiez favorable, Philippe Aghion, à la suspension de la réforme des retraites. Visiblement, ça va se faire. Il y a encore un petit bout de technique, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Une fois qu'on a dit on suspend la réforme des retraites, on l'arrête à 62 ans et 9 mois. Et on joue à saute-mouton avec l'élection présidentielle. On fait quoi après? Donc en fait, l'idée... Par contre, il n'est pas contre l'idée de suspendre la réforme des retraites. Bon, encore une fois, suspension, vas-y, c'est un écran de fumée, frérot. Ne vous faites pas avoir avec ça. C'est que donc on arrête l'horloge, et on la reprend après. Donc c'est pas que la réforme est toujours là. C'est simplement on stoppe l'horloge jusqu'à après la présidentielle. Et après, eh ben moi je pense qu'il va falloir à plus long terme proposer une nouvelle réforme des retraites. Voilà. Plus tard, à quel moment? Et là, mais je pense que ce qui paraît assez clair, c'est que en France, les gens ne veulent pas qu'on relève l'âge minimum. Vous avez remarqué? Voilà. Je pense qu'il faut vraiment avoir parcouru ce pays avec des boules quies pour ne pas le voir, quoi. Je sais pas, il y a des gens qui prétendent parcourir le pays et s'ils continuent à penser, c'est que vraiment ils le parcourent avec des boules quies. Donc il faut faire autrement et je pense que ça peut être les annuités, ça peut être... Un macroniste, ce mec-là. Celle qu'avait tenté de faire Emmanuel Macron. Oui, mais il y a eu l'âge pivot qui a fait capoter. Donc il faut le faire sans âge pivot. Peut-être avec peut-être un minimum d'annuité, mais pas en termes d'âge pivot. Et je pense que là, il y avait par exemple le rapport Blanchard-Tirole, tout un chapitre du rapport qui propose des pistes très intéressantes pour la mise en œuvre d'une réforme à point. Alors, mais en tout cas, vous ne dites pas la seule solution, c'est l'âge légal, possible. C'est pas 64, 65, 66. Non, voilà, ça passe pas comme ça. C'est-à-dire que voilà, les gens, ils choisissent. Si vous êtes au salaire moyen, eh bien, vous êtes vous avez un point. Et si vous... Curieux de savoir selon quels critères on est les derniers, parce que par exemple sur les aides à la recherche, on n'est pas dégueu malgré tous les défauts de la CIR, donc le crédit impôt recherche. Je pense qu'on est loin d'être les derniers en termes d'aide publique aux entreprises. Après, je pense que c'est sur un ensemble. Hein. Le classement que je vous ai partagé, non, que j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai évoqué, c'est tout simplement un classement sur l'envie d'entreprendre. Genre, pour un entrepreneur étranger, c'est quoi le pays, quel est le pays où il aura le réflexe d'entreprendre, d'installer son entreprise? Eh ben, la France arrive en dernier. Je crois que c'est l'Estonie le premier. Je crois que c'est l'Estonie, c'est l'Estonie, quoi, tout simplement. Donc, il faudrait juste que je vous retrouve le classement. Attendez, je vais faire ça, les mecs. 2 secondes. Vous êtes au-dessus du salaire moyen, ben vous avez plus de points. Est-ce que je peux retrouver le tweet et si vous voulez, vous êtes par rapport au salaire moyen, évidemment, si vous travaillez plus longtemps, vous avez davantage de points. Voilà. Emmanuel Macron dit aujourd'hui, pourquoi pas un référendum sur la question des retraites? Ah putain, j'ai oublié de vous dire ça aussi, les mecs. Macron évoque un référendum sur la réforme des retraites. Après, Macron, c'est un petit menteur quand même. Parce que moi, je me rappelle, dans son allocution, il avait annoncé que c'était
possible d'avoir un référendum. On est en 2025, on n'a jamais rien eu. Toujours pas de réforme des retraites, enfin, toujours pas de référendum, on attend. Sourire. Il a dit qu'est-ce qui est jaune et qu'on attend Jonathan. On attend toujours. Moi je le savais, mais je savais pas s'il l'avait dit. Comment vous le saviez? Oh, je sais pas, c'est des choses que j'ai entendues. Voilà. Mais disons Emmanuel Macron, vous l'avez dit? Non, j'entends les choses. Bon. Je sais pas vous dire. Si les partenaires sociaux trouvent un accord, il y avait une petite astérisque en bas de mon texte que j'avais mon texte. Pourquoi pas un référendum? Vous êtes d'accord? Écoutez, moi je trouve que toute idée est bonne à considérer, toute idée est intéressante. Mais en tout cas, c'est intéressant que le président de la République considère que la réforme à points est une option sur la table. Oui. Parce qu'il faut contourner, vous voyez, on peut pas... Vous voyez, quand on voit bien que ça bloque à ce niveau-là, donc il faut trouver d'autres moyens. Et il faut pas être psychorigide, je pense. Alors, il ne faut pas être psychorigide. Le nouveau ministre du Travail a fait une proposition il y a quelques jours. Jean-Pierre Farandou, vous avez peut-être vu, Philippe Aghion, il dit il n'y a pas de tabou sur la retraite par capitalisation. C'est-à-dire, on place de l'argent qu'on récupère une fois qu'on est à la retraite. Cet argent, on le place aussi sur des bourses. Il y a beaucoup de pays qui ont déjà ouvert la retraite. Il y a une partie des Français aujourd'hui qui en font, ce sont les fonctionnaires. Les gars, c'est... Attends, c'est fonctionnaires de qui? Est-ce que ça fait partie... Ah, les fonctionnaires, ok, ils ont la possibilité d'avoir une retraite par capitalisation. Les gars, c'est une bonne idée ou pas le chat? Est-ce que c'est une bonne idée de... Ah, vous avez retrouvé le tweet? Eh bien, comme par là, le tweet, c'est Bastion, un média d'extrême droite, évidemment. Est-ce que c'est une bonne idée, la retraite par capitalisation? Oui, non, oui. Pitié, la retraite par capitalisation, pire idée. En vrai de vrai, j'aimerais connaître l'avis d'une intelligence artificielle sourcée, s'il vous plaît. Voilà, le tweet, il est là, les mecs. Hein. Le tweet, il est là. Donc, la France arrive dernière du classement mondial de la compétitivité fiscale 2025 publié par la Taxe Fondation. Le rapport pointe une pression fiscale record, un code fiscal d'une extrême complexité et des impôts décourageants pour les entreprises comme pour les particuliers. Résultat, la France est aujourd'hui le pays le moins compétitif fiscalement de l'OCDE. Waouh, Israël est 8e, la Turquie est 12e, le Costa Rica est 17e, même en Corée c'est meilleur qu'en France, la Grèce est meilleure qu'en France et la France est dernier du classement avec l'Italie et la France est derrière la Colombie, Starfall. L'Allemagne est 20e quand même, hein, putain. Par contre, il y a pas mal de pays de l'Union européenne quand même. Hein. La Belgique est 30e, l'Irlande est 31e, alors que l'Irlande, c'est presque considéré comme un paradis fiscal. Non mais l'Europe, non mais les gars, Pologne, Espagne, Portugal, Italie, France, Irlande, Belgique, wesh! On peut... Oh, l'Union européenne, c'est quoi les bails? Genre, l'Union européenne, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On vit dans quel pays, frère? Dans quel continent, ma gueule? C'est quoi ce continent de merde, là? Pour vous, des choses qu'il faut explorer. Oui, mais alors, tout est à explorer. Je pense qu'il faut être très ouvert d'esprit. Ce qui est certain, et c'est là que je vais être très clair, il va falloir en France qu'on travaille davantage et qu'on travaille plus longtemps en moyenne. Alors, ça peut dire aussi qu'il y a beaucoup de gens qu'on met en pré-retraite. Vous voyez, donc il y a tout le problème de l'emploi des seniors. On travaille aussi, il y a un sous-emploi des juniors. Notre taux d'emploi n'est pas suffisant. Nous devrions nous rapprocher des taux d'emploi allemands ou d'autres pays. Donc c'est évident qu'en France, notre problème de dette publique, on va le résoudre en partie en augmentant le taux d'emploi. Il y a plusieurs leviers. Un des leviers, ça sera de reprendre le chantier de la réforme des retraites, mais de le reprendre d'une manière qui soit socialement acceptable. Pour le voilà. Merci. Et je pense que c'était intelligent d'arrêter l'horloge là où on est. Je le dis tout le temps. Au moment du débat sur les retraites, même Xavier Bertrand et Olivier Marleix étaient d'accord pour un 63 ans avec revoyure. Et c'était un peu la ligne de la CFDT. C'est ce que vous défendez aussi. Je le défendais à l'époque. Et finalement, on arrive à 62,9. Hein. On n'est pas très loin. Oui. On n'est pas très loin. Donc finalement, on arrive à la solution que moi j'ai toujours pensé qui était la meilleure. C'était de s'arrêter là et ensuite de considérer des réformes plus profondes, qui étaient ce que Macron, le président, proposait en 2017. La réforme à points. N'oublions pas que c'était dans le programme que nous avions élaboré avec le président de la République. Alors, vous êtes également, Philippe Aghion, l'un des pourfendeurs de la taxe Zucman, tout en disant le plus grand bien de Gabriel Zucman. Vous dites, j'ai beaucoup de respect pour ses travaux, mais il se plante. Mais il se plante, c'est ce que vous dites, parce que sa taxe... Sur cette taxe, parce que sa taxe décourage l'innovation et oublie, par exemple, complètement le secteur de la tech. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas la faire, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut la changer pour
par exemple, qu'elle ne concerne pas Mistral ou les entreprises des nouvelles technologies. Je ferai autre chose. Voilà, ce que je ferai, c'est il y a plusieurs choses qu'on peut faire en même temps. Que nous avions élaboré, bah oui, mais lui, il a travaillé avec Macron. Hein. Après, je ne sais pas. En fait, je ne connais pas la responsabilité de cette personne sur la France, sur la dégradation de la France, parce que ce mec-là, on nous le vend comme le conseiller de Macron, c'est lui qui l'a aidé à faire son programme, etc., etc. Mais frérot, pourquoi personne n'attrape sa veste? Parce que là, je comprends pas. Là, le pays se casse la gueule, chef. Il y a un truc qui a foiré, là, monsieur le prix Nobel d'économie, là. Chef. On peut, par exemple, qui t'a envoyé, faire une taxe différentielle sur les patrimoines non productifs à des niveaux très élevés de patrimoine. Alors, à quel niveau on le fait démarrer, ça, il faut voir les détails. Et ça, c'est une chose qu'on peut faire. Une autre chose qu'on peut faire en même temps, bravo pour le résultat. De mettre à plat les niches fiscales, comme la niche du Treil, qui est pas une mauvaise niche. Du Treil sur la succession des entreprises. Il y a peut-être une utilisation abusive. Il y a peut-être des gens qui créent des entreprises qui n'en sont pas. Regardez, et il y a les fameuses holdings patrimoniales où il y a des gens qui achètent leur avion privé et leur chalet sur la holding et ne payent que les impôts d'une holding. Voilà. Je pense que ces mises à plat sont indispensables. D'ailleurs, je vois même qu'il y avait un article de Jérôme Fournel dans Le Monde qui dit mise à plat. Il a raison, il faut tout mettre à plat. Donc je pense qu'il y a, c'est pas une chose, c'est plusieurs choses qu'il faut regarder. Je pense que c'est important parce que les Français sont prêts à faire des sacrifices s'ils voient que également rien n'est tabou. Le crédit impôt recherche, d'ailleurs, est une très bonne chose. Je ne dis pas qu'il faut en réduire le périmètre, mais il n'a pas été évalué sérieusement. Il a été évalué un peu par France Stratégie qui avait conclu qu'il n'y avait pas d'effet. Donc je pense qu'il faut également le mettre à plat et de voir si... France Stratégie, même lui le dit, bon, je vais pas dire que j'apprécie forcément la personne, mais on a vu le reportage sur le crédit impôt recherche, mais les mecs, au final, on a bien vu que c'est de l'argent gaspillé par la fenêtre. C'est un poison, exactement. C'est un poison, le cire. Le nombre d'argent qu'on a perdu avec le crédit impôt recherche pour ne même pas faire de la recherche. Vous vous rendez compte? C'est grave quand même, quelle connerie, genre. Pas mieux ciblé. Là, merci Lydia pour le sub. Mais je suis à nouveau pour mise à plat. Je pense que c'est important. Philippe Aghion, vous êtes un économiste qui ne parle pas que d'économie. Oui. Vous avez notamment dit il y a quelques jours que vous preniez position contre le Rassemblement national et contre les Insoumis. Je ne leur fais pas confiance pour gérer la France. D'abord, est-ce que vous mettez les deux exactement sur le même plan? Écoutez, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Moi, non, mais ce que je voulais dire, c'est que pour le moment, je veux écouter des gens qui vont arriver avec des solutions constructives. Voilà. Si demain, je précise ma question, ce sont les personnes qui vous inquiètent ou les programmes économiques? C'est les programmes et c'est l'attitude également. C'est la manière de réagir. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la France doit se relever. Il y a une urgence. Il y a une urgence au niveau européen. Il y a le rapport Draghi. Le rapport sur Draghi, le manque de compétitivité de l'Europe. Sur le décrochage technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine maintenant. Donc il va falloir que l'Europe se relève. Sans la France, elle ne peut pas le faire. La France est un pilier de l'Europe. Donc en France, toutes les bonnes volontés se mettent ensemble, comme on a fait après la Deuxième Guerre mondiale avec le... En vrai, les gars, j'ai vu une vidéo, putain, mais après, c'est des vidéos de propagande chinoise pour montrer un peu comment la Chine avance à grands pas. Voyez les gars, on avait vu un truc sur TF1 où il y avait marqué BYD, les voitures électriques chinoises, là, les BYD, je crois que j'ai bien prononcé. Les mecs, je suis tombé sur une vidéo de leur usine, parce qu'il n'y a pas tout est assemblé au même endroit en Chine. Parce que nous, en France, par exemple, je prends le cas de Stellantis, ils assemblent dans différentes parties de l'Europe et même en Afrique, par exemple au Maroc, l'assemblage des voitures. En Chine, tout est assemblé au même endroit. Les gars, ils ont créé une ville, genre une grosse usine de la taille d'une ville, les mecs. Et je vais vous retrouver la vidéo, c'est une dinguerie comment les Chinois, ils sont déjà au 22e siècle. Nous, on est au 21e siècle, eux, ils sont au 22e siècle. C'est n'importe quoi, les gars. Ils sont trop loin, frère. Ils sont trop loin, la Chine. Ils sont trop loin. Le général de Gaulle, le Conseil national de la Résistance, tout le monde s'y est mis. Je peux retrouver la vidéo. On a dit, il faut se relever. Alors moi, je vois qu'il y a d'un côté des gens qui essaient de trouver des solutions. Donc les socialistes, ça va des socialistes à des LR constructifs, au centre. Je vois des gens dans cette nébuleuse-là qui essayent de se mettre ensemble et de discuter et trouver des solutions. Et puis je vois des gens qui veulent absolument... J'ai retrouvé la vidéo. Putain, mais regardez-moi ça, le chat. Pitié, genre. Regardez-moi ça, bordel de merde. Il y a un terrain de football. C'est une dinguerie. Le nouveau centre de la taille de San Francisco. Il possède ses propres magasins, centres commerciaux, stades de foot. Et c'est un centre
c'est un centre de fabrication. Donc tout est fait, tout est assemblé ici, genre. Et donc je suppose que ça, c'est les immeubles des employés, etc. Genre, waouh. Non mais non, les gars, je sais que vas-y, le mot futur ça vous a peut-être trigger parce que si c'est ça le futur, le capitalisme à outrance, je sais pas quoi. Oui, je vous vois venir, le chat, c'est vas-y, c'est une image qui peut être décevante. Mais ce que je veux dire, c'est que comme là le mec, le prix Nobel parlait de compétitivité, relancer la compétitivité, eh ben regardez le défi auquel on est confronté. Regardez le défi les mecs, regardez ce que la Chine a construit, frère. Comment tu vas être compétitif face à des mecs comme ça, genre? C'est impossible! C'est impossible! Gros! Et ça, c'est du terrain à construire encore. Ils vont encore agrandir l'usine, genre. Ouais, on voit les constructions. Théma, wesh, Théma, gros, ça pousse comme des champignons, gros. Qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs comme ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec des mecs comme ça? Pitié, genre. Pardon pour le son. Le son, il était fort. Excusez-moi, excusez-moi. Impossible! La démission du président qui veulent le chaos, qui veulent le désordre. Et moi, je suis du côté de ceux... Je l'aide comme ça, d'accord? Ouais. Parce que je veux maintenant que la France ait voix en Europe et qu'elle puisse être le pilier d'un redressement européen. Mais si je vous écoute bien, c'est pas l'économiste qui parle quand vous dites ça. Là, c'est l'économiste qui parle. C'est le citoyen. C'est le citoyen, mais je vous ai interrogé sur les programmes et vous dites... Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je veux maintenant, c'est de l'économie politique. C'est-à-dire, je veux que la France se mette en ordre de marche pour mettre en œuvre le rapport Draghi. Voilà. Et pour faire les politiques nécessaires pour se relever. Voilà. Et donc, tout ce qui va dans le sens de ça, je prends. Tout ce qui est constructif, tout ce qui va dans le sens président d'émission, dissolution... et qui va vers l'incertitude politique. Et pourquoi j'étais pour la... Édouard Philippe demande la démission lui aussi. Hein. Ben, je ne suis pas d'accord. Ouais. Donc je ne suis pas en train de dire l'un pas l'autre. Je veux vous dire ici que je suis pour ceux qui sont quant au RN et LFI, bah, c'est évident. Est-ce que moi je confierais le gouvernement de la France? Voilà, personnellement, non. Parce que j'ai vu réagir... Et j'ai vu réagir dans différentes situations, voilà. Et donc, c'est ça qui me fait avoir confiance. Vous savez, c'est pas juste des programmes, les politiques. C'est comment vous réagissez. Comment vous réagissez au moment du Covid. Par exemple, le pass vaccinal. Ben, je me souviens, il y avait un rapport tout à fait pertinent sur les effets vertueux du pass vaccinal. Moi, j'ai vu Madame Le Pen sur des plateaux disant « ce rapport est faux ». Comment elle peut savoir? Elle fait de l'économétrie, elle sait, elle est une scientifique. Et or, c'était une chose très salutaire, le pass vaccinal. Attends, jure, il est pour le pass vaccinal. Mais c'est qui ce gars? Mais c'est qui ce mec? Je me rappelle, dans le chat, j'avais reçu des viewers sur Discord pour expliquer, enfin pour qu'ils puissent m'expliquer qu'ils étaient pour le pass vaccinal. En vrai, c'était une folie, ça. Hein. Franchement, c'était vraiment une folie. Hein. On sait les effets vertueux. Voilà un exemple de réaction qui était tout à fait indésirable. C'est en voyant des gens réagir à des moments précis que l'on sait si on peut avoir confiance en eux ou pas. Voilà. Je vous écoute depuis tout à l'heure. On a parlé du RN, on a parlé de la taxe Zuckman, on a parlé des retraites, on a parlé des insoumis. On n'a pas parlé de ce que je fais. On n'a pas parlé de ce que vous faites. Et non. Effectivement. Alors, non. Pour les néophytes, ceux qui se souviennent de leur cours d'économie, vous avez en quelque sorte, comment dire, revisiter Schumpeter, c'est-à-dire expliquer comment l'économie se déconstruit tout en se reconstruisant. Alors, ce qu'on a fait grâce aux nouvelles technologies. Voilà. J'ai simplifié, pardon, ça va vous faire hurler, mais c'est ça l'idée. L'idée, ce qu'on a essayé de faire, c'est de changer la théorie de la croissance. Avant, il y avait une théorie de la croissance où la croissance résultait uniquement de l'accumulation de capital. J'accumule plus de capital, donc je peux produire plus, donc je peux épargner plus, donc je peux investir plus, donc je peux accumuler davantage de capital. On sait que ça, c'est une source de croissance qui s'essouffle. On ne peut pas croître indéfiniment uniquement en se basant sur l'accumulation de capital. Donc il faut autre chose. Désolé, hein, c'est exactement ce que Mélenchon il dit. Il explique que cumuler du capital indéfiniment, c'est pas une bonne idée pour la sauvegarde de notre planète, quoi. Je crois qu'il y a eu un accident de voiture, wesh. Qui est le progrès technique. Qu'est-ce qui génère le progrès technique? C'est l'innovation. Alors, Schumpeter avait parlé d'innovation et de destruction créatrice, mais c'était un mot. Il n'y avait pas de modèle schumpeterien de croissance. Ça n'existait pas. Et il n'y avait pas d'analyse empirique. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, avec mon co-auteur Peter Howitt, qui est co-lauréat du prix, on a construit un modèle de croissance qui incorpore la notion de destruction créatrice. Ça veut dire que la croissance de long terme résulte d'une innovation cumulative. Chaque innovateur bâtit sur les innovations précédentes. Sauf que je lis Slibar. Oh, premier message sur le stream pour commenter mon caleçon. Pitié, genre, high chic. Les gars, attendez 2 secondes. Attendez.
Mais Mélenchon, il n'a jamais été contre l'innovation technologique, les mecs. Hein. Mélenchon n'est pas du tout... Si, mais il n'est pas du tout contre l'innovation technologique. Mais ça va pas ou quoi? Les technologies d'avenir, c'est aussi dans l'écologie, les gars. Il veut investir des milliards d'euros dans l'écologie pour créer des emplois et pour créer aussi des technologies d'avenir pour se passer de... peut-être du nucléaire, on sait pas, mais avoir des énergies alternatives. Mais vous êtes fous, quoi. Mélenchon, il veut relancer la croissance économique française avec un plan bien détaillé. Enfin, t'es dur quand même, hein. Ouais, t'es dur, hein. Ah, t'es dur, mon gars, t'es dur. L'innovation, c'est des entrepreneurs pour l'innovation qui investissent dans l'innovation, au contraire. parce qu'ils en espèrent des rentes d'innovation. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Ah, pas eh bien, le nouveau remplace l'ancien, les nouvelles innovations remplacent les anciennes innovations. Donc ça veut dire que c'est une théorie où la croissance résulte sans arrêt de nouveaux entrants, de nouvelles entreprises qui viennent remplacer ou challenger ou défier les entreprises existantes. Et donc évidemment, il y a un conflit. Comment se situe la France dans ce conflit? Est-ce qu'en termes d'innovation aujourd'hui, nous sommes encore des nains face à... ou Amazon, etc. Enfin, je pourrais citer tous les géants américains. Est-ce que la France est dans ce train-là ou pas? Alors, la France est dans le train dans les sciences. On a de très bons scientifiques, mathématiciens, ingénieurs, mais on n'arrive pas à traduire cela en innovation de rupture en France ou en Europe même. C'est pas juste la France. C'est-à-dire que la recherche se fait beaucoup en Europe et en France, mais ça se traduit en innovation de rupture ailleurs, aux États-Unis ou dans d'autres pays, parce qu'ils ont les moyens de financer l'innovation de rupture. Et c'est là qu'est le rapport Draghi. Et c'est là où on avait vu le reportage, les amis, où il y avait des mercatos d'ingénieurs, il y avait des personnes aux États-Unis qui étaient capables, enfin des recruteurs, qui pouvaient débourser des centaines de millions d'euros pour recruter un ingénieur IA, comme si c'était le mercato football ou basket. C'est une dinguerie ça quand même. Hein. Les États-Unis, ça va trop loin aussi dans la tête des Américains, ça va trop loin. En France, ça n'existerait pas, ça. T'auras jamais une société française capable de recruter un excellent ingénieur pour des millions d'euros, des centaines de millions, des 50 millions, un peu comme le mercato de la Ligue 1. Il n'y a que le PSG, Lyon, Marseille, Monaco, assez fou, mais ça, c'est dans le monde du sport, donc c'est pas la même chose. Mais en France, une draft au travail, c'est impossible, gros. C'est impossible. Il faut qu'on se dote d'un écosystème qui fasse que les innovateurs n'aient pas besoin de s'expatrier aux États-Unis. 1900 € pour un bac plus 5. L'innovation de rupture en France. Un marché unique, un marché unique des biens et services, un écosystème financier, des DARPA, des manières modernes de faire de la politique industrielle. C'est tout cela. C'est pour ça que je voudrais qu'il y ait en France un gouvernement avec des gens de tous bords, mais qui se disent maintenant, il faut y aller, quoi. Il faut que l'Europe et la France se relèvent. Merci beaucoup, Philippe Aghion, d'être venu ce soir sur le plateau. Merci à vous. Ah là 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 là. Franchement, c'était sympa.